Les infos les plus chaudes de ta région, on commence, c'est les bails du jour, sortis du four par la très grande Laurence Méride. Laurence, histoire incroyable, parce qu'à cause de Google Maps, en Isère, vers Grenoble, donc, un mec a passé la nuit accroché à une falaise à 150 mètres au-dessus du vide. Ouais, on se serait cru dans 127 heures, le film avec James Franco, là, mais sans la roche, le bras et le sang, là, après le bras sectionné. Mais bon, ça s'est passé la semaine dernière dans le massif de la Chartreuse, près de Grenoble. Pour bien commencer les vacances, Loïc, 17 ans, va rejoindre des potes pour une soirée d'anniversaire. Il habite dans la périphérie de Grenoble et il doit se rendre dans la commune de Saint-Hilaire, qui est pas trop loin. Loïc monte sur son vélo, il entre sa destination sur le GPS de Google Maps. Et le problème, c'est que son Google Maps le fait passer par un chemin aménagé dans une paroi rocheuse, ce qu'on appelle une via ferrata, qui est fermée depuis un éboulement l'an dernier. Impossible pour Loïc de continuer à vélo, mais il ne fait pas demi-tour pour autant. Il se dit que c'est le chemin le plus court, alors il abandonne son vélo et il poursuit sa route. Il se met d'abord à marcher, puis à escalader, normal. Mais au bout d'un moment, il ne peut plus bouger. En pleine nuit, Loïc se retrouve bloqué sur une falaise avec, comme tu l'as dit, 150 mètres de vide sous ses pieds. Coup d'œil à son portable. Heureusement, il lui reste de la batterie, alors il prévient les secours. Alors, et une fois sur place, les secours, les hommes de la compagnie de sécurité qui a été appelée dans les Alpes, ils ont bien galéré à le retrouver, Loïc. Ouais, parce qu'en fait, il est caché par des touffes d'herbe dans un endroit inaccessible et en plus, il pleut. Mais Loïc, il tient bon, il siffle même pour qu'on le localise. Rien n'y fait, ce n'est qu'au petit matin que les secours le repèrent grâce à un hélicoptère. Donc après toute une nuit suspendu dans le vide, l'adolescent a enfin pu souffler et il a été évacué par hélicoptère. C'est une histoire incroyable. Ouais, franchement, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que le mec, il s'est dit, ça a l'air chelou. Non, quand même, il y a une falaise, ça doit être ça le chemin. C'est fou. Loïc, j'espère que tu vas bien. Et surtout, si vous êtes ses amis et qu'il vous propose de vous guider, dites non. Dites non. Enlevez-lui Waze. Laurence, on continue avec le classement Bloomberg des 500 personnes les plus riches de la planète. Ça vient de tomber. Mark Zuckerberg, eh ben, il vient de se faire doubler. Alors, rassurez-vous, tout va bien pour le zinzin de l'espace, Elon Musk. Ouais, l'homme le plus riche du monde est toujours confortablement installé sur son trône avec ses 203 milliards de dollars. Le deuxième plus riche, il est français, c'est Bernard Arnault du groupe de luxe LVMH. Mucho dinero, Bernard Arnault, ça c'est Booba. La nouvelle, c'est que Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook Meta, eh ben, il a dégringolé, il était 6e l'an dernier, et là, tout pourri, 28e cette année. Le métaverse fait perdre beaucoup d'argent au papa de Facebook, et en plus, il se fait doubler par qui? Par le premier italien du classement, Giovanni Ferrero. Vous savez tous quel goût il a, parce que c'est le patron du groupe qui produit la pâte à tartiner Nutella. Donc Ferrero passe devant l'ancien président même de l'Italie, Silvio Berlusconi. Oui, le Premier ministre. Le président du Conseil. Silvio Berlusconi. Alors, que des belles personnes, quoi. Que des personnes pas corrompues, tout ça. Autrement dit, donc, les gens préfèrent manger du chocolat à l'huile de palme plutôt que de transformer sa vie en une espèce d'exploration en avatar sans jambes. Je comprends. Je sais pas ce qui est mieux. Franchement, je comprends. Franchement, le Nutella, c'est mieux. Ouais. Alors Laurence, ça sera en deuxième partie d'émission, à suivre la grande enquête de Laurence. Un dossier classé secret défense est menacé. Encore un, le groupe français Thales, qui fabrique des armes, s'est fait attaquer par des hackers. Tous les médias en parlent depuis hier, Guiran. Une enquête est en cours. Le ministère de l'Intérieur a été alerté. Mais quand on y pense, la seule preuve qu'on a nous vient des hackers. Ils ont revendiqué la cyberattaque, c'est tout ce qu'on a, mais on n'a pas de documents en fait, on n'a rien pour l'instant. Donc ça pourrait très bien être un énorme canular. Alors on va respirer un grand coup et un journaliste de Numérama va nous expliquer tout ça tout à l'heure. Mais avant, Guiran, c'est la guerre pour savoir qui va devenir le nouveau Twitter. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Bon bah ça y est, on y est à pieds joints dans cette Zumba, on est rentré dans la saison 1 de l'internet d'Elon Musk. Ne vous inquiétez pas, ça va durer longtemps, il y aura plein d'épisodes. Ça fait 5 jours que le mec est PDG de Twitter et c'est un bordel déjà. Un partage de tweets complotistes, recrudescence de propos racistes, il a viré tout le monde et il veut faire payer 20 ou 8 $, on ne sait plus très bien, pour avoir le droit d'avoir un compte avec la certification, le check bleu. Beaucoup ça.
Eh bah d'accord, c'est vrai qu'on n'aime pas trop beaucoup ça. Et comme Internet ne dort jamais, Guiran, des propositions alternatives à Twitter se sont présentées, évidemment, à commencer par le réseau social de l'ancien boss de l'Oiseau Bleu, Jacques Dorsey. Ouais, celui qui a fondé Twitter, eh ben, il a lancé récemment un nouveau bazar qui s'appelle Blue Sky, un réseau social personnalisable né sur la blockchain, la technologie des cryptos, idéale pour les développeurs. Dit comme ça, on dirait l'intitulé d'une affaire qui va se terminer en prison, parce que ça ressemble à un pitch d'arnaque au Bitcoin. Mais en fait, non. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je suis allé sur le site et j'ai lu la présentation que je vous ai traduit parce que Jacques Dorsey est ce qu'on appelle un Américain et donc il parle en anglais. Exactement. Et donc voilà, Blue Sky, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Blue Sky, c'est Internet. Les mails, les flux en direct, les chats, toutes ces technologies permettent de nous connecter. Blue Sky et son nouveau protocole veut donner aux créateurs de l'indépendance, aux développeurs la liberté de bâtir et aux utilisateurs le choix dans leur expérience. Tu m'expliques là parce que... Non, je vais pas t'expliquer. Alors, si vous avez compris, alors déjà bravo, ça veut dire que votre vie est différente de la nôtre. Voilà. Moi, une fois que j'ai lu ça, j'ai quitté l'aventure. Mais je vous le dis, je vous le donne, débrouillez-vous avec ça. Blue Sky, je sais pas ce que c'est, mais ça existe. Il y a une autre possibilité, c'est Mastodon. Est-ce que c'est plus clair là ? Est-ce qu'on comprend à quoi ça sert en vrai ? Je t'ai dit Mastodon d'un air très affirmé, je n'en sais rien en réalité. Je pense qu'on peut dire les deux, bien sûr. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Est-ce que tu crois que je sais de quoi je parle ? Non, évidemment. Alors, dans l'intitulé Mastodon ou Mastodon, oui, c'est un peu plus clair que Blue Sky, puisque on sait que c'est un site de microblogging. C'est des messages courts comme Twitter, mais attention, ce n'est pas un truc aussi simple d'utilisation que Twitter. C'est moins accessible puisque c'est un code open source, c'est décentralisé et en fait à la manière de jeux vidéo ou des forums qui existent beaucoup, même 4chan, ces trucs bizarres, c'est-à-dire que on peut créer son propre serveur et organiser plein de thèmes et de réseaux de discussion, enfin de chaînes de discussion comme on veut. Il y a des thèmes, il y a des groupes en fonction des centres d'intérêt. Ça peut paraître assez bizarre, c'est-à-dire qu'on comprend pas très bien où est-ce qu'il faut cliquer, où est-ce qu'on poste et tout. Voilà, c'est pas aussi simple que juste ouvrir un compte, mettre son nom, une photo et partager. Mais ça séduit des gens quand même, hein. Oui. Le nom de Mastodon est cité partout aujourd'hui, alors est-ce que ça peut marcher, Guiran ? Je ne dois pas vous cacher que j'ai quelques doutes, c'est-à-dire que là, évidemment, avec Twitter et tout, on en parle beaucoup, mais la plupart des articles que j'ai vus aujourd'hui, d'ailleurs, sont pas vraiment une présentation de Mastodon, c'est juste, ils essayent d'expliquer comment faire pour s'inscrire sur le site. Et, ça, voilà. Et quand il faut lire des articles de BFM TV pour comprendre comment aller sur Internet, je suis pas sûr que ça soit un gage de succès. Surtout que souvent, j'en ai lu à peu près 10 des articles, et c'est marrant parce que je savais ce que c'était que Mastodon, à peu près. J'ai lu, et à la fin de l'article, je savais pas comment s'inscrire, je savais plus vraiment ce que c'était. Donc c'est pas ouf. Pour l'instant, vraiment, hein, le mieux pour ne rien manquer sur Internet, c'est pas d'aller sur Mastodon, sur Twitter. C'est d'écouter réseau. Laurence, très grosse affaire puisque des documents secrets défense sont tombés aux mains de hackers. L'industriel français spécialiste des armes Thales aurait été piraté par un groupe russe. Peut-être parce que ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la cyberattaque a été revendiquée sur le dark web lundi par le groupe russophone Logbit 3.0. Des revendications de hacking, il y en a des dizaines tous les jours, mais cette fois, c'est la panique. Depuis hier, tous les médias généralistes en parlent. Thales, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Il s'agit d'un groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité. C'est un acteur en fait essentiel dans le secteur de la défense française. Il participe à énormément de programmes militaires français et européens. Et en ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Donc si la cyberattaque est avérée, que des documents secrets défense ont été hackés, les conséquences, elles peuvent être gravissimes. Et le groupe Logbit menace de divulguer des données piratées d'ici au 7 novembre, donc pas longtemps. Ouais, c'est ça. Les hackers proposent aussi le raid aux clients de Thales qui souhaiteraient déposer plainte contre le groupe. Ils l'accusent d'avoir grandement négligé les règles de confidentialité. Cependant, aucune demande de rançon n'a été envoyée à Thales. Les experts en cybersécurité du groupe sont en train d'enquêter avec le ministère de l'Intérieur qui veille au grain. C'est du sérieux. Pourtant, le site qu'on consulte régulièrement, qui s'appelle Numérama, et auquel a décidé par contre, eux, de ne pas publier l'article concernant cette affaire de Thales. Ouais, spécialisés dans la cybersécurité, ils sont souvent premiers sur ce type d'infos. Alors j'ai demandé au journaliste Bogdan Bodnar de m'expliquer pourquoi. Je n'ai pas publié l'article pour Thales parce que je me jette pas de tête baissée dès qu'un pirate revendique une attaque.
Quand on est journaliste cyber, on voit passer des centaines, voire des milliers de piratages sur des forums, sur des sites de hackers. Donc on ne peut pas à chaque fois croire les hackers sur parole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'attaque, mais d'abord j'essaie de voir avec l'entreprise est-ce qu'ils peuvent me confirmer s'ils ont bien été victimes d'une attaque. En l'occurrence, Thales confirme à demi-mot puisqu'ils n'ont pas reçu de signal de la part de leur service de cybersécurité, mais en revanche ils enquêtent toujours dessus. Ensuite j'essaie de savoir quelle est la nature de l'attaque, quelles sont les données qui ont été dérobées, piratées. Là on n'en sait rien. Surtout qu'il y a 9 mois, Thales a déjà été victime d'une cyberattaque et les données qui ont été dérobées, c'était pas des données sensibles. Et à titre comparatif, si on prend l'hôpital de Corbeil-Essonnes, qui donc a été piraté par Logbit, on savait tout de suite qu'il y a une rançon qui était demandée et les systèmes informatiques étaient totalement piratés, y compris les messageries. Donc là, on fait face à l'évidence. Si Bogdan il prend autant de précautions, c'est aussi parce que pirater des documents secrets défense, c'est quasi mission impossible. On va dire que ces fichiers, ils ne sont pas du tout connectés à Internet. Ils sont dans des circuits fermés, c'est-à-dire totalement détachés du réseau mondial, on va dire. Et pour y avoir accès, le plus simple, on pourrait dire, ce serait de passer par les conduits d'aération d'un bâtiment et d'arriver, comme Tom Cruise, suspendu par un câble pour déposer un logiciel malveillant avec une clé USB. Les autres possibilités, c'est de pirater des messageries. Mais là encore, c'est des attaques qui demandent beaucoup de ressources, qui sont très sophistiquées. Et derrière, c'est souvent des États qui ont les ressources nécessaires pour commanditer quelque chose de ce genre. Donc là, je viens de prendre des notes pour essayer de voler des documents secrets défense. Ça a l'air chiant, je vais pas le faire. J'ai pas le cardio. Pas sûr que Logbit, le groupe de hackers, là, Logbit 3.0, ils aient le PIB des États-Unis à disposition pour financer tout ça. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on sait qui se cache derrière ce groupe qui se dit de nationalité russe ? C'est un groupe de pirates qui est extrêmement efficace depuis à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas. Mais Logbit se rémunère aussi en faisant louer son logiciel malveillant. Donc un ransomware, c'est un logiciel qui, à partir du moment où il a réussi à piéger sa victime, il paralyse tout le système informatique et donc il prend en otage. Donc ce logiciel, il est loué, n'importe qui peut l'utiliser et ensuite déposer les données sur le site de Logbit pour dire on vous a piraté et on a besoin d'une rançon. Donc ça peut être n'importe quel malfaiteur qui a utilisé Logbit. Donc on ne peut pas toujours se fier à Logbit en disant s'il revendique, c'est qu'il y a une attaque derrière. Et c'est notamment pour cette raison que dans un thread publié hier sur Twitter, Bogdan reproche aux médias généralistes d'avoir sauté sur l'information sans prendre de recul. Les cyberattaques, on en aura de plus en plus et elles seront de plus en plus graves. Donc ce que je reproche aux médias généralistes aujourd'hui, c'est un manque d'attention, ou du moins j'espère qu'ils seront un peu plus raisonnables dans les papiers, on va dire à l'avenir. Thales a peut-être été piraté, peut-être que c'est des données sensibles, peut-être que c'est des données totalement inutiles, qui ne font peur à personne, qui sont totalement inutilisables pour qui que ce soit. Peut-être que c'est des données qui sont juste des fichiers récupérés de la précédente cyberattaque qui, rappelons-le, n'était déjà pas grave. Donc pour l'instant, on préfère attendre. Verdict donc le 7 novembre. Si les hackers qui se disent de Logbit divulguent les fichiers qu'ils ont soi-disant piratés. Mais c'est incroyable parce que, alors, au-delà de l'histoire de Thales, dans ce que nous dit Bogdan, dans ce que tu as dit Bogdan dans l'interview, c'est fou de voir à quel point maintenant, la cyberguerre, c'est extrêmement organisé, c'est qu'il y a eu quasiment une économie. Quand il dit qu'il y a même des groupes de hackers qui sous-louent des logiciels malveillants, c'est comme une sorte d'uberisation du piratage informatique. Cette vie est incroyable. Merci beaucoup à Bogdan. Merci beaucoup Laurence. Bogdan qui est, je le rappelle, journaliste spécialisé dans la cyberguerre, parce que c'est une des sections spécifiques dans l'excellente publication en ligne Numérama. Réseau. Toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.